Bienvenue à cette première séance du cours d'échecs. Je vais vous présenter les sections qui composeront chaque séance et vous expliquer le plan que nous suivrons. Nous commencerons par la section ouverture. Nous verrons dans cette section tous les concepts de développement des pièces et de contrôle du centre de l'échiquier. Ensuite, nous aborderons la section tactique, dans laquelle nous approfondirons l'étude des coups forcés et des combinaisons. Dans la section stratégie, nous expliquerons la valeur de chaque pièce, une évaluation essentielle pour connaître à tout moment les forces dont nous disposons. Dans la section fin de partie, nous apprendrons à traquer le roi solitaire avec nos 2 tours, pour le maître échec et mat. Enfin, dans la leçon du grand maître, nous aurons la chance de partager l'expérience de notre invité, le grand maître international Miguel Illescas, qui nous révélera tous les secrets du jeu d'échecs. Il nous expliquera dans cette leçon la manière d'esquiver toutes les attaques surprises de nos adversaires. Par ailleurs, rappelez-vous que chaque section comprend 3 exercices pratiques qui vous permettront de revoir les fondamentaux. Faites une pause, prenez tout le temps nécessaire pour trouver la solution. Bon, et maintenant on commence ? Bonjour à tous. Dans cette section, nous allons apprendre à réaliser une ouverture correcte. Autrement dit, nous allons apprendre les premiers coups à exécuter en début de partie. Pour cela, nous allons maintenant expliquer les 2 principaux concepts de l'ouverture. Le développement, ou la mobilisation initiale des pièces, et le contrôle du centre de l'échiquier. Pour commencer, il faut savoir que lorsqu'une pièce n'a pas encore bougé de sa case d'origine, on dit qu'elle n'a pas été développée. Nous essaierons toujours de déployer les pièces dans le but d'occuper le centre de l'échiquier. Le centre est considéré comme une zone stratégique clé, car c'est là que les pièces disposent de la plus grande capacité d'action. Le joueur dont les pièces sont les plus actives dispose des meilleures possibilités de mouvement et d'un plus grand choix, et pourra ainsi prendre l'avantage. Examinons avec attention la position initiale. Les 2 joueurs occupent leurs 2 premières rangées et toutes leurs pièces sont derrière les pions. Les mouvements sont limités par la présence d'autant de pièces dans un espace aussi petit. Un de nos objectifs sera d'augmenter l'activité. Les blancs commencent la partie et nous devons choisir un des mouvements possibles. Avancer l'un des pions d'1 ou 2 cases ou déplacer l'un des 2 cavaliers. 20 coups sont possibles, ni plus ni moins. Comment distinguer les bons des mauvais coups? Nous allons vous guider avec des règles très simples. Nous allons réaliser un coup et analyser son effet. Déplaçons un pion central de 2 cases vers l'avant, soit E4. En un seul coup, nous arrivons à contrôler presque la moitié de l'échiquier. Nous disposons désormais de 30 coups possibles. Passons le tour des noirs pour mieux comprendre. Si nous parvenions à placer un second pion en D4, cela nous permettrait d'augmenter encore plus l'activité de nos pièces. Vous constatez qu'elles dominent pratiquement toute la 5e rangée. De plus, nous disposons maintenant de 38 coups possibles. Rappelez-vous, le fait d'avancer les pions centraux permet de libérer le mouvement des pièces et de multiplier leur activité. Nous devons, si possible, occuper le centre avec les 2 pions. Pour mieux comprendre le concept de développement, nous allons simuler une partie réelle. Nous jouons avec les blancs. Notre objectif sera de développer les pièces le plus rapidement possible et de faire en sorte que chaque coup améliore notre activité. Observez le cavalier du roi blanc et le nombre de coups dont il dispose. Le cavalier contrôle 3 cases, mais la case E2, en jaune, est déjà occupée. Par conséquent, nous ne pouvons nous déplacer que vers les cases F3 et H3, éclairées ici en vert. Laquelle de ces 2 options est la meilleure? Un conseil, en général, il vaut mieux choisir la case qui nous offrira le meilleur résultat en termes d'activité. Nous allons donc placer le cavalier sur F3. Ici, le cavalier développe son potentiel maximum en contrôlant un total de 8 cases, dont 5 sont libres.
Il est facile de voir que depuis H3, le cavalier n'en contrôlerait que 4, soit la moitié. Le fait d'avoir déplacé le cavalier sur F3 a permis d'améliorer son activité. Attention, en début de partie, il convient de mobiliser les pions centraux, les cavaliers et les fous, en réservant pour plus tard le développement des pièces de plus grande valeur, comme les tours, la dame ou le roi. Nous verrons cela plus en détail par la suite. L'important pour le moment est de mémoriser cette règle et de l'appliquer. Dans notre exemple, le joueur noir place son pion dame en D5. C'est un bon coup. Voyons pourquoi. Le fou dame a gagné en mobilité dans la diagonale C8H3. Il ne disposait d'aucun coup, et maintenant, il en a 5 à sa disposition. La dame noire a gagné en mobilité dans la colonne D. De plus, elle exerce un contrôle important sur le centre en défendant le pion D5. D'autres objectifs ont aussi été atteints en termes d'activité. Le pion noir contrôle maintenant les cases importantes du centre de l'échiquier, comme E4 ou C4. Le cavalier de la dame noire peut aussi maintenant sauter en D7. Le roi noir dispose d'une case pour s'échapper en cas d'urgence. En résumé, le pion en D5 est un excellent coup. C'est au tour des blancs de jouer. Ils ont joué un coup symétrique, chose assez fréquente dans les ouvertures classiques. Pion en D4. Les blancs avancent le pion dame de 2 cases. Ils laissent ainsi le champ libre à leur fou et obtiennent les mêmes bénéfices que les noirs lors du coup précédent. Nous avons vu comment les blancs et les noirs ont ouvert le jeu avec le pion dame. Ces types d'ouvertures s'appellent les débuts fermés. Elles débouchent en général sur des parties à rythme lent et à caractère stratégique. Continuons. Les noirs profitent de la voie ouverte par l'avancée du pion et placent leur fou en F5. Ce qui leur permet de contrôler les diagonales H7, B1 et C8, H3. Ce fou noir, au même titre que le cavalier du roi blanc, sont des pièces déjà développées. Les blancs jouent et répondent au coup de l'adversaire. Fou en F4. Cette position permet de contrôler les cases importantes comme E5, D6 ou C7. Remarquons que les blancs ont déjà 2 pièces et un pion en action et qu'ils conservent un coup de développement d'avance sur les noirs. Les noirs font un bon coup en avançant l'autre pion central, E6. De cette façon, ils permettent la sortie de l'autre fou par la diagonale F8 A3 et améliorent l'activité de plusieurs pièces. Bon, c'est suffisant pour l'instant. Nous avons analysé en détail différents coups de développement. Comme c'est souvent le cas avec les ouvertures fermées, les choses se sont passées tranquillement, sans menace directe. Nous étudierons plus tard les ouvertures avec des débuts ouverts, dans lesquels le jeu débute avec le pion roi. Ce sont des ouvertures plus dynamiques et qui demandent plus d'attention. Nous allons aborder maintenant un concept fondamental de l'ouverture, le centre. Pendant presque toute la partie, mais tout particulièrement au début, les 4 cases centrales, E4, D4, E5 et D5, constituent la zone la plus importante de l'échiquier. Dans toutes les ouvertures, on cherchera à dominer le centre. On y parviendra en l'occupant avec des pions ou en le contrôlant. Pour mieux comprendre, imaginez que le centre de l'échiquier soit le sommet d'une montagne. Celui qui contrôlera cette zone aura l'avantage, car il pourra attaquer les différents secteurs de l'échiquier à partir d'un seul et même emplacement. La zone qui entoure le centre, qu'on appelle le centre élargi, est aussi très importante. Comme dans un match de football, le milieu de terrain est la zone de transition entre les 2 secteurs. Si l'adversaire contrôle le centre, nos pièces d'attaque et de défense risquent de se retrouver isolées et de ne pas pouvoir coopérer entre elles. Si nous avons bien réussi l'ouverture, nous aurons développé presque toutes nos pièces et acquis un certain contrôle du centre, souvent partagé avec l'adversaire. Nous allons voir maintenant un schéma idéal de développement qui peut nous servir d'objectif et de modèle à suivre. Observez. Nous disposons d'un magnifique contrôle du centre.
Les 2 pions situés à l'avant attaquent la 5e rangée, empêchant ainsi l'approche des pièces adverses. Les cavaliers contrôlent les 4 cases centrales et sont prêts à sauter vers l'avant avec le soutien des pions déjà avancés. Les fous contrôlent les diagonales importantes et les cases centrales et sont prêts à coordonner leurs mouvements avec les cavaliers. Les figures importantes, dames et tours, protègent les colonnes centrales depuis l'arrière. Et pour finir, le roi se trouve à l'abri, bien protégé par une rangée de pions. Dans la pratique, il est difficile d'atteindre une position dominante aussi nette, à moins que notre adversaire ne nous y aide par un très faible niveau de jeu. Cependant, l'étude de cette position va nous servir à comprendre les mouvements qui permettent un bon contrôle du centre. Pour commencer la partie, il est recommandé de déplacer un pion central de 2 cases afin d'occuper le centre. Ensuite, nous devons développer rapidement les cavaliers et les fous afin d'en assurer le contrôle. Nous verrons plus loin l'importance de roquer le plus rapidement possible. Pour assimiler les concepts et les règles exposées, il convient maintenant de mettre la théorie en pratique. Nous vous proposons pour cela quelques exercices dans lesquels, à partir d'une position préalablement déterminée, vous devrez décider du coup à jouer, comme s'il s'agissait d'une vraie partie. Selon le niveau de difficulté de chaque exercice, nous vous indiquerons le temps minimum et le temps maximum recommandé pour exécuter votre coup. Observez bien l'échiquier. 3 options sont envisageables. Option A, le fou en G5. Option B, le cavalier en G5. Option C, le cavalier en A3. Quelle est la meilleure option? Réfléchissez bien et faites votre choix avant de regarder la réponse. Voyons si vous avez choisi la bonne option. En l'occurrence la première, fou en G5. Pourquoi? Explication. Déplacer le fou est un coup de développement qui le place dans une position très active, attaquant au passage le cavalier noir qui ne peut plus bouger sans exposer sa dame. Ce mouvement ne nous donne pas un grand avantage, mais c'est un bon coup qui permet d'améliorer notre position. Les 2 autres options, comme nous allons le voir, sont nettement moins bonnes. Avec le cavalier en G5, nous déplaçons une pièce qui était déjà bien développée au détriment de celles qui ne le sont pas encore. De plus, la menace conjointe de notre fou et de notre cavalier sur la case F7 peut facilement être neutralisée par les noirs avec un simple roc. Rappelez-vous, normalement, on ne doit pas déplacer 2 fois la même pièce lors de l'ouverture. Voyons la 3e option, le cavalier en A3. Ici, nous développons bien effectivement une pièce, mais la case choisie n'est pas la meilleure, car le cavalier a une activité réduite et s'éloigne du centre. Il serait préférable de le développer en D2, ou encore mieux en C3, ce qui lui donnerait une plus grande activité et un meilleur contrôle du centre. Rappelez-vous qu'en règle générale, il vaut mieux éviter de déplacer les cavaliers vers le bord de l'échiquier. J'espère que le premier exercice s'est bien déroulé. Sinon, voici une autre occasion de faire vos preuves. Concentrons-nous sur la situation que nous voyons sur l'échiquier. Quelle est la meilleure option? Vous pouvez choisir entre option A,
le fou en G5. Option B, le fou en D3. Option C, la tour en B1. Ne vous précipitez pas, analysez bien les trois options avant de décider. Vous êtes prêts? Très bien. Voici la réponse. Le meilleur coup serait le fou en D3. Pourquoi? Voyons cela. Fou en D3. Pourquoi? Comme dans l'exercice précédent, il convient d'accorder la priorité au développement d'une pièce qui n'a pas encore été déplacée. De plus, depuis D3, le fou contrôle la diagonale B1-H7 et domine les cases centrales, comme E4, avec en ligne de mire la zone de petit roc éventuel de l'adversaire. Les deux autres options ne sont pas aussi avantageuses. Voyons pourquoi. Avec le fou en G5, nous déplaçons une pièce déjà développée sans en améliorer son activité. Même chose avec la tour en B1, puisque la position de la tour ne s'améliorerait pas. Ce serait donc un coup perdu. Très bien, continuons les exercices. Il ne faut pas y voir quelque chose de purement théorique. Ce sont des situations susceptibles de se présenter dans n'importe quelle partie réelle et dans lesquelles vous pourriez certainement appliquer quelques-unes des idées que nous voyons ici. Observez bien l'échiquier. Trois options sont envisageables. Option A, le pion en D4. Option B, le roi en H1. Option C, le fou en C4. N'oubliez pas de tenir compte des différents concepts présentés, activité, développement, contrôle du centre, avant de décider. Prenez votre temps. Prêt? Voyons cela ensemble. La meilleure option serait l'option A, le pion en D4. Pourquoi? Regardons. Parce que cette option a de nombreux effets positifs. Premièrement, nous occupons une des cases centrales. Deuxièmement, nous donnons vie au fou en C1. Troisièmement, la dame blanche peut commencer à agir sur le centre via la colonne D. Et quatrièmement, nous menaçons le centre des noirs qui devront alors défendre le point E5. Avant de choisir cette option, nous devons vérifier que le pion est bien défendu en D4. Il est attaqué par deux pièces ennemies, le cavalier et le pion noir, mais défendu par deux autres pièces, le cavalier et la dame blanc. Si les noirs le capturent, il y aura un échange de coups équivalent, et les blancs conserveront un meilleur contrôle du centre. L'option B, le mouvement du roi vers le coin, est une option assez médiocre. Elle n'améliore pas la situation du roi et nous perdons un précieux tour inutilement. L'option C n'apporte pas grand-chose non plus. Le fou est déjà bien développé et ce n'est pas la peine de perdre un coup pour le déplacer à nouveau. Bien, nous avons terminé les exercices sur les ouvertures. Si vous n'en avez pas réussi certains, ne vous découragez pas. Rappelez-vous, on apprend plus de ses erreurs que de ses réussites.
Découvrons maintenant quelques-unes des techniques qui permettent au grand maître d'anticiper les coups adverses. Nous commencerons par les plus faciles à prévoir. Aux échecs, la réponse à un coup est souvent unique et évidente. Dans ce cas, on dit qu'il s'agit d'un coup forcé et c'est précisément pour cela qu'il est facile de le prévoir. Nous comprendrons mieux à l'aide d'un exemple. Imaginons que les blancs, à qui c'est le tour de jouer, capturent la dame noire. On peut raisonnablement penser que les noirs doivent à leur tour capturer la dame blanche. Tout autre coup les mettrait dans une situation très désavantageuse. Les blancs ont par conséquent ainsi forcé les noirs à réaliser un coup déterminé. Le cas le plus important et le plus évident du coup forcé est l'échec. Regardez. Si les blancs capturent le fou prend F6, ils mettent le roi noir en échec. Les noirs n'ont pas le temps de promouvoir leur pion parce qu'ils doivent éviter l'échec. Les blancs, quant à eux, ont le temps d'approcher leur roi en F2, pour capturer le pion noir. Mais introduisons un petit changement dans la position. Plaçons le roi noir en F7 et voyons ce qui se passe. Désormais, si les blancs prennent le fou, les noirs ne sont plus en échec et par conséquent ne sont plus forcés à quoi que ce soit. Ils sont libres de choisir un coup plus avantageux. Ils peuvent promouvoir leur pion en dame, tout en faisant échec, et ensuite pourront capturer le fou blanc. Ainsi, ils pourront gagner la partie. Dans ce cas, le meilleur coup pour les blancs serait d'approcher leur roi immédiatement et de prendre le dangereux pion noir. Même s'ils perdent le fou, la partie sera nulle. Un fou et un roi seul ne peuvent pas faire échec et mat. Comme vous l'avez constaté, il n'y a pas eu de coup forcé dans cette dernière situation. Dans les deux cas précédents, si. Et cela obligerait l'adversaire à jouer des coups déterminés. Dans le cas de l'échec, l'obligation d'y remédier est absolue. Examinons maintenant deux exemples dans lesquels les manœuvres forcées se succèdent, jusqu'à former ce qu'on appelle une variante forcée. Regardez bien l'échiquier. Si les noirs capturent la tour avec leur dame, ils mettent le roi blanc en échec, obligé de prendre la dame. Le coup peut sembler mauvais, mais il n'en est rien. La réplique blanche est pratiquement forcée et débouche sur la position suivante. Désormais, les noirs déplacent leur tour pour remettre le roi en échec, et ce faisant, réussissent à capturer la dame blanche au coup suivant. Qu'est-ce que les noirs ont gagné avec cette variante forcée? Une tour. On constate qu'effectivement, à l'issue du premier mouvement, les deux joueurs se trouvaient à égalité matérielle. Pourtant, maintenant, les noirs comptent une tour de plus. Examinons maintenant une autre position. Elle semble assez similaire à la précédente, mais à bien y regarder, elle est différente. Les noirs croient pouvoir utiliser le même coup que précédemment et capturent la tour blanche. Ils pensent que la réponse blanche, en l'occurrence la prise de la dame noire, est obligatoire, ce qui déboucherait sur la position suivante. Là, à nouveau, le coup tour en H3 ferait échec, ferait perdre la dame au blanc et offrirait la partie au noir, car le pion blanc solitaire se trouverait passablement désarmé face à la tour ennemie. Mais les noirs avaient-ils raison? Est-il vrai qu'une fois la tour prise, la réponse blanche serait forcée? Revenons à ce point précis de la partie. Dans l'exemple précédent, le coup de la dame noire aboutissait à un nouvel échec, mais plus maintenant. Et cet important détail permet aux blancs de trouver une meilleure réponse. Une idée? Dame en B2, échec. Ce faisant, les blancs protègent leur dame de la menace potentielle en mettant les noirs en échec, si bien que ces derniers n'ont plus le temps de sauver leur dame.
En effet, une fois que les noirs ont déplacé leur roi, les blancs peuvent capturer la dame adverse sans danger. Rappelez-vous, parfois un coup peut pousser l'adversaire à répondre d'une façon particulière, notamment lorsque nous le menaçons ou lors d'un échange de pièces. Mais seul l'échec oblige véritablement à réagir pour pouvoir l'éviter. Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais dans les parties précédentes, nous avons utilisé une autre tactique en plus des coups forcés. Si vous vous souvenez bien, les noirs ne récupéraient pas leur dame après leurs 2 derniers coups. Autrement dit, ils sacrifiaient leur pièce la plus précieuse, mais forçaient de la sorte une manœuvre dont ils finissaient par tirer parti. Ce type de séquence s'appelle une combinaison et est toujours inattendue. Elle surprend l'adversaire. Les combinaisons jouent un rôle très important au cours de la partie. Nous les étudierons en détail plus tard. Pour l'instant, nous allons voir un cas très simple. La partie semble très équilibrée, mais les blancs disposent d'une possibilité pour mettre en échec et mat le roi noir. Devinez-vous laquelle? La combinaison n'est pas évidente, car le premier coup semble quelque peu illogique. Les blancs sacrifient une pièce. Comment? En capturant la tour noire avec la dame. De cette façon, ils sacrifient leur dame pour s'offrir un avantage encore plus grand. Ce n'est pas le genre de coup auquel on pense à première vue, parce qu'on doit sacrifier la dame. Mais en échange, on gagne la partie. Regardez, les noirs n'ont qu'une seule réponse possible. Prendre la dame. Mais l'intention des blancs peut désormais se manifester clairement en plaçant la tour en E8, protégée par l'autre tour. Échec et mat. Les blancs gagnent. On peut donc dire que la combinaison initiée par le sacrifice de la dame s'est avérée aussi brillante qu'efficace. Très bien. Maintenant que nous savons ce qu'est une combinaison, il est temps de vous présenter Paul Morphy, l'un des meilleurs joueurs d'échecs de tous les temps. Paul Morphy naquit dans une famille créole de la Nouvelle-Orléans. La musique et les échecs ont bercé sa jeunesse, et Morphy apprit à jouer en observant les gens de son entourage. À seulement 13 ans, il était déjà considéré comme l'un des joueurs les plus doués des États-Unis. Sa supériorité était telle qu'il avait pour habitude de rendre des pions d'avance à ses adversaires et de leur laisser l'entame du jeu. Pour Morphy, les échecs n'étaient qu'un jeu et il n'envisage jamais d'y consacrer sa carrière. En 1858, lors d'une année sabbatique dans sa carrière d'avocat, il visita l'Europe. C'est là qu'il démontra qu'il était le meilleur joueur du monde. Morphy était un véritable maître en matière de combinaison. Voici le moment de mettre en pratique ce que nous avons appris. Observez cette position. C'est au blanc de jouer. Et il donne l'impression d'être en très mauvaise posture. Une pièce de moins, la dame attaquée et le roi menacé par les pièces adverses. Cependant, il dispose d'une combinaison pour gagner la partie. Pouvez-vous voir laquelle? N'hésitez pas à prendre le temps de la réflexion pour trouver la solution. En effet, les blancs peuvent terminer la partie à l'aide d'une combinaison semblable à celle que nous avons vue précédemment. Ils capturent la tour tout en faisant échec, ce qui oblige le roi noir à répondre. Les blancs occupent alors la rangée du fond avec leur tour et font mat. Ce mat sur la 8e rangée est très fréquent et connu comme le mat du couloir. Bravo à tous ceux qui ont réussi à résoudre cette énigme. Et maintenant, passons à un deuxième exercice. Ici, les blancs se trouvent de nouveau face à une situation apparemment désespérée. Mais une fois de plus, ils disposent d'une combinaison gagnante. Laquelle? Le sacrifice de la dame. Ou, là est la question, sur la case H8. Avec ce coup, les blancs provoquent un échec que le roi noir est obligé d'éviter et qu'il ne peut faire qu'en capturant la dame.
Et ainsi, la tour blanche achève la partie par le mat du couloir. Notez que pour pouvoir faire échec et mat, le roi doit être coincé. Dans ce dernier cas, la case G7 est contrôlée par le pion situé en H6. Cependant, notez que si la combinaison avait été jouée à l'envers, le résultat n'aurait pas été le même. Je vais vous le prouver. Si au lieu de mettre le roi en échec avec la dame, on essaie de le faire avec la tour, on offre une porte de sortie au roi. Comme vous pouvez le constater, le roi finira par s'échapper et le sacrifice des Blancs n'aura servi à rien, sauf à perdre une pièce. Dans ce cas, les Blancs sont condamnés. Dans ce troisième exercice, nous allons recréer une des parties les plus brillantes de Paul Morphy, dans laquelle il a réussi à atteindre cette position. Pouvez-vous trouver la combinaison surprenante à laquelle il eut recours? Le coup brillant et décisif est le suivant. Dame en B8, échec. Un sacrifice de la dame spectaculaire. Les Blancs profitent de la difficile situation du roi noir au centre. Remarquez comment le fou blanc contrôle les cases clés de fuite, E7 et D8. De son côté, la tour blanche empêche toute fuite éventuelle par la colonne D, qu'elle contrôle de façon absolue. En résumé, toutes les pièces blanches agissent de façon coordonnée avec un objectif unique, le mat. La réponse des noirs est forcée. Le cavalier noir contre la dame blanche. Sa Majesté la Reine Blanche s'est sacrifiée, mais a réussi à déloger l'unique défenseur du monarque noir. La mise à mort peut désormais commencer. Tour en D8, mat. Bravo à ceux qui ont réussi à rivaliser avec l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, Paul Morphy. Bonjour à tous, je suis Miguel Illescas, grand maître international d'échecs. Dans cette section, je vais essayer de vous transmettre quelques conseils provenant de ma grande expérience. Je commencerai par souligner l'importance de ne pas commettre d'erreurs graves. La plupart des parties se décident sur une erreur fortuite de concentration ou d'inattention. Et pour éviter dans la mesure du possible ce type d'erreur, je vais vous apprendre une technique qui consiste à imaginer que nous nous trouvons devant un feu rouge. Cette couleur nous indique que nous ne pouvons pas encore jouer notre coup. Nous l'avons en tête, nous voulons le réaliser, mais avant, nous allons vérifier que tout est en ordre. Lorsque nous sommes sûrs que tous les dangers sont sous contrôle, alors nous pouvons nous déplacer et effectuer ce coup que nous avions planifié auparavant. Pour illustrer cette technique, je vais vous montrer une partie contre le grand champion Garry Kasparov. Kasparov commence la partie avec pion-dame. Je réponds avec une ouverture un peu risquée, comme l'est la défense hollandaise. Le pion depuis C5 contrôle la case E4. Ainsi débute une bataille stratégique de haut vol. Kasparov déplace son fou en G5. Gênant mon développement dans l'aile roi. Je réponds en attaquant sa pièce avec H6. Le fou s'enfuit en H4. Et face à cette retraite, je réponds avec G5. Renouvelant mon attaque contre cette pièce si gênante. Maintenant, à son quatrième mouvement, le champion du monde, d'une manière suspecte, laisse son fou se faire attaquer et joue E3. Quand quelque chose comme cela se produit,
nous devons rapidement allumer notre feu de signalisation. Orange, danger. Nous pourrions a priori jouer un très bon coup, mais est-il réellement si bon? Nous allons voir si nous sommes capables de faire repasser l'orange au vert ou au contraire s'il passe au rouge. Si nous prenons le fou, que peuvent faire les blancs? Le mouvement du pion ne semble pas menaçant, étant donné qu'il ne fait que contrôler le centre et qu'il n'a même pas traversé la moitié du terrain de jeu. En revanche, ce qui est menaçant, c'est que la dame blanche s'est ouvert une diagonale à partir de laquelle elle pourrait causer pas mal de dégâts. Voyons cela. Si nous capturons le fou en H4, les blancs peuvent jouer la dame en H5. Échec et mat. Un mouvement qui termine la partie de manière fulgurante. Ainsi, le feu de signalisation est passé au rouge avant la capture du fou. Il est clair que le champion du monde n'aurait pas fait un tel cadeau aussi facilement. Et moi, prudemment, je développe mon cavalier en F6. Évitant, comme nous voyons, que la dame blanche puisse attaquer mon roi grâce au contrôle que ce cavalier exerce sur la case critique H5. Kasparov doit retirer son fou. Moi, je déplace mon pion. Et la partie continue. J'ai réussi ce jour-là pour la première fois une partie nulle en 52 coups en jouant un jeu agressif contre le grand Garry Kasparov. Bien, j'espère que cette anecdote vous aidera à vous rappeler que l'important aux échecs, c'est de rester attentif à tout instant. Rien qu'avec cela, vous allez grandement améliorer votre niveau de jeu. Dans la lutte pour le contrôle de l'échiquier, des conflits surgissent fréquemment entre les deux camps. En définitive, 32 pièces se disputent 64 cases. Les chocs sont inévitables et débouchent généralement sur des échanges. Nous capturons des pièces de l'adversaire et il capture les nôtres. Mais comment savoir si un échange est équilibré? Qui a la plus grande valeur, le cavalier ou la tour? Est-il conseillé par exemple d'échanger un fou contre 2 pions? Il convient de connaître la valeur théorique des pièces pour prendre les décisions adéquates. Et c'est précisément ce que nous allons faire maintenant. Apprendre à connaître parfaitement les pièces et établir un système de mesure qui permette de comparer leurs forces relatives. Sachez que l'importance d'une pièce est directement liée à ses caractéristiques de mouvement. Plus elle contrôle ou est en mesure de contrôler des cases, plus grande est son activité et par conséquent, plus forte est sa valeur. En suivant ce critère, il est facile de déduire que la dame est la pièce la plus puissante et que le modeste pion, si limité dans ses mouvements, est de ce point de vue la moins importante. Mais pour bien jouer, cette connaissance intuitive n'est pas suffisante. Si nous voulons faire face à des situations plus complexes, nous devons quantifier la valeur des pièces. N'oublions pas que nous parlons ici d'une valeur théorique. Dans la pratique, d'autres facteurs interviennent également. Par exemple, un pion qui met le roi adverse en échec s'avère à ce moment précis de la partie plus décisif que n'importe quelle autre pièce. Ceci dit, nous allons examiner de manière approfondie cette évaluation et créer une échelle de valeur en fonction du pion. Voyons cela. Un pion peut seulement avancer sur la case située devant lui et en contrôler 2 autres en diagonale vers l'avant. Une activité très discrète si on la compare à celle d'autres pièces. Le pion est la force d'infanterie des échecs et s'avère particulièrement efficace au corps à corps. Il remplit des fonctions stratégiques de grande valeur, notamment défensives. Les pions permettent de contrôler les cases centrales importantes et de maintenir à distance les pièces adverses. Il joue également un rôle fondamental dans la défense du roi. Disposer d'un bon bouclier de pions, comme celui que procure le roc, est très recommandé. Dans les fins de partie, le pion acquiert une importance et une valeur majeure dès lors qu'augmentent pour lui les possibilités d'atteindre son objectif, sa promotion en dame. Comme nous l'avons dit, nous allons construire une échelle de valeur en fonction du pion. Nous lui assignons donc pour valeur 1 point. Analysons maintenant une figure aux caractéristiques uniques. Le cavalier.
Le cavalier ne peut agir que dans une zone à la fois, et son activité est extrêmement sensible à sa situation sur l'échiquier. Placés au centre, les cavaliers peuvent contrôler un maximum de 8 cases chacun. Mais au fur et à mesure qu'ils se rapprochent des bords de l'échiquier, leur pouvoir de contrôle diminue. Comme on le voit, placé en coin, un cavalier ne contrôle plus que 2 cases. Le cavalier se déplace de façon directe. À la différence du fou, de la tour ou de la dame, sa trajectoire ne peut pas être interrompue. Cela le rend particulièrement dangereux pour les échecs au roi. Devant un cavalier, il n'est pas possible de protéger le roi de l'échec. Par conséquent, il ne reste que 2 solutions, le capturer ou s'enfuir. Sa capacité de saut, unique en son genre, lui permet aussi de se développer aisément dans des positions fermées ou dans des situations de blocage. Cependant, les cavaliers sont des pièces à courte portée, ce qui les rend lents lorsqu'il s'agit de se déplacer d'un secteur à un autre. L'expérience de siècles de pratique du jeu d'échecs nous permet d'attribuer avec une assez bonne précision une valeur d'environ 3 points au cavalier. Le cavalier équivaut donc, d'un point de vue théorique, à 3 pions. La pièce suivante par ordre d'importance est le fou, à qui nous attribuerons aussi une valeur équivalente de 3 unités. Voyons pourquoi. L'activité du fou est relativement plus importante que celle du cavalier. Il peut contrôler jusqu'à 13 cases au centre et un minimum de 7 depuis les bandes. Compte tenu de son rayon d'action, on pourrait penser que le fou est très supérieur au cavalier. Mais il a un handicap. Il ne se déplace que sur les cases de la même couleur que celle qu'il occupe, et cela limite considérablement sa valeur. Le fou est une pièce à longue portée qui peut agir sur plusieurs zones à la fois. C'est pourquoi, dans les phases de jeu ouvertes, il est supérieur au cavalier. C'est la pièce idéale pour attaquer de loin, retranché derrière ses pions, tel un archer décochant des flèches mortelles en direction des lignes ennemies. Le problème de la restriction des mouvements aux cases d'une même couleur est atténué si l'on dispose des 2 fous dans le même secteur. Ils forment alors un tandem extraordinaire, surtout en fin de partie, lorsque l'échiquier est presque vide. Le cavalier et le fou sont ce qu'on appelle des pièces légères, par rapport à la tour et à la dame, considérées comme des pièces lourdes, et que nous allons maintenant évoquer. On assigne à la tour une valeur de 5 points. Autrement dit, elle équivaut à 5 pions, ou, ce qui revient au même, à une pièce légère plus 2 pions. Voyons ses propriétés et nous comprendrons mieux la raison d'une telle valeur. Une tour contrôle 14 cases, une de plus que le fou. Mais elle le fait sans aucune limitation, ni de couleur, ni d'emplacement. Observez comment, en un seul mouvement, elle peut dominer n'importe quelle case de l'échiquier. Les tours sont des pièces à trajectoire verticale et horizontale et à longue portée. De par leur puissance, elles rappellent les catapultes, mais elles sont si rapides que l'on pourrait les comparer aux avions de combat modernes. C'est pourquoi, au même titre que les fous, les tours ont besoin d'un échiquier dégagé pour donner le meilleur d'elles-mêmes. Si bien qu'elles s'avèrent un peu maladroites au corps à corps ou lorsqu'elles ne disposent pas de colonnes ouvertes. Dans les fins de partie, elles s'avèrent très efficaces pour capturer les pions ennemis. Les tours peuvent les attaquer dans le sens vertical et de par leur type de mouvement, ils ne peuvent pas les esquiver. Elles sont également redoutables lors de l'attaque du roi, car elles sont capables de couper l'échiquier, empêchant ainsi le roi ennemi de franchir les rangées ou les colonnes pour s'échapper. Il ne nous manque plus qu'une dernière pièce, la plus puissante de toutes, la dame. La dame combine le mouvement de la tour et du fou, mais vaut plus que la somme des deux. Par convention, on lui attribue une valeur légèrement supérieure à 9 unités. Étudions-la en détail. L'activité de la dame est spectaculaire. Depuis le centre, elle peut dominer jusqu'à 27 cases, pratiquement la moitié de l'échiquier, et un minimum de 21 cases depuis son pire emplacement, c'est-à-dire contre une bande. Il s'agit d'une pièce à longue portée, néanmoins apte à n'importe quel type de combat, y compris le corps à corps. Elle s'avère pratiquement toujours décisive dans l'attaque du roi adverse. Son seul défaut est précisément son immense valeur. Pour pouvoir agir sereinement, la dame ne doit pas être attaquable facilement. Il s'agit d'une pièce si importante que nous serons pratiquement toujours obligés de répondre aux attaques qui la visent. Pour finir, signalons que parler de la valeur du roi n'a pas de sens. Il s'agit d'une pièce qui ne peut pas être capturée. La perdre signifie perdre la partie. Par conséquent, rappelez-vous, en partant du pion, qui vaut 1 point, le cavalier et le fou équivalent à 3 points,
La tour a une valeur de 5 points et la dame, la plus puissante de toutes les pièces, équivaut à 9 points ou, ce qui revient au même, 9 pions. La valeur du roi est infinie dès lors qu'il s'agit d'une pièce qui ne peut être remplacée par aucune autre. Je vous recommande de mémoriser cette table, mais n'oubliez pas que ce ne sont que des valeurs statistiques. Elles s'entendent à situation égale des autres facteurs. Bien entendu, dans la pratique, un cavalier bien placé vaudra temporairement plus qu'un fou en mauvaise position. En résumé, connaître la valeur théorique des pièces nous aidera à refuser les échanges défavorables et à rechercher ceux qui sont avantageux au niveau matériel. Mettons désormais cela en pratique. Observez la situation de cette partie. Les noirs avancent leur pion en G5. Si les blancs négligent les intentions de l'adversaire et décident par exemple de développer leur autre cavalier en C3, ils perdront le fou. Il est vrai qu'ils pourraient capturer le pion, mais comme nous le savons, un fou vaut 3 pions, si bien que cet échange s'avère très défavorable pour les blancs. Par conséquent, il faut répondre à la menace des noirs. D'où la question qui se pose. Faut-il jouer cavalier contre G5 et provoquer ainsi l'échange du cavalier contre les deux pions adverses, ou bien est-il plus prudent de déplacer le fou en G3 en renonçant pour le moment aux échanges? Réfléchissez bien. Vous devez calculer votre coût et décider quelle sera la meilleure option. Ça y est? Voyons cela. Si le cavalier capture en G5, les noirs répondront en le prenant. Le fou pourrait ensuite capturer cet autre pion, mais remarquez que les blancs n'obtiennent alors que 2 pions pour un cavalier qui en vaut 3. Sans aucun doute, il est préférable de retirer le fou. Si vous n'aviez pas trouvé la bonne réponse, ne vous inquiétez pas, cela viendra avec un peu de pratique. Je vous propose un deuxième exercice. Observez la position suivante. Seriez-vous capable de calculer la valeur des pièces? À votre avis, les blancs ont-ils intérêt à capturer en E4? Réfléchissez. La meilleure solution est de mettre la dame à l'abri de l'attaque ennemie. Voyons pourquoi. Si la dame capture en E4, les noirs prendront la dame blanche et le roi blanc fera la même chose avec le cavalier noir. Mais si on pèse le pour et le contre, on s'aperçoit que les blancs ont perdu les 9 points de la dame, tandis que les noirs seulement les 8 que totalisent la tour et le cavalier. Pour bien assimiler le sens des échanges au niveau matériel, je vous propose un dernier exercice. Il est très simple. Je vais vous montrer des balances et vous devrez vérifier si elles penchent dans la bonne direction ou non. Vous êtes prêts? Allons-y. Première balance. Est-ce correct? Effectivement, la dame et le pion totalisent 10 points, alors que le cavalier, la tour et le pion n'en totalisent que 9. Voyons la suivante. Exact ou inexact? C'est inexact. La balance devrait être équilibrée car les deux groupes totalisent 8 points. Autre cas. La balance est-elle bien inclinée? Non. Elle devrait pencher vers la gauche. La dame et le pion totalisent 10 points, alors que la tour, le fou et le pion n'en totalisent que 9. Enfin, l'inclinaison vers la droite est-elle correcte ici? Bien entendu.
La tour et le pion totalisent 6 points, alors que le fou plus les 2 pions n'en totalise que 5. Comme vous l'avez constaté, cette échelle de valeur est d'une grande aide lorsqu'il s'agit de comparer les différentes options. Il est important d'éviter les décisions susceptibles de nous faire perdre des pièces. Au fur et à mesure qu'avance la partie, les deux adversaires s'échangent en général des pièces et hormis en cas d'échec et mat prématuré, on en arrive à une phase où il ne reste que très peu de pièces sur l'échiquier. Cette phase s'appelle la fin de partie. Parmi les différentes catégories de fin de partie, nous devons d'abord apprendre les plus classiques. Elles concluent souvent les parties entre débutants et ce sont celles dans lesquelles un des adversaires n'a plus que son roi. Si c'est le cas de notre adversaire, il faut envisager les solutions pour le mettre échec et mat et gagner la partie. Mais cela dépendra des pièces qu'il nous reste. Il nous faudra disposer au minimum d'une dame ou d'une tour. Avec seulement des pièces mineures, il faut au moins 2 fous ou un fou et un cavalier pour pouvoir forcer le mat. En revanche, 2 cavaliers ne seront pas suffisants, sauf si l'adversaire y met du sien. Comme vous pouvez l'imaginer, un seul pion peut s'avérer suffisant pour gagner, à condition de réussir à le promouvoir en dame. La technique pour mettre le roi solitaire mat consiste à le mettre en échec tout en lui interdisant tout échappatoire. Observez la position du roi au centre de l'échiquier. Il dispose de 8 cases pour s'enfuir. Il n'est pas facile de toutes les lui interdire. En revanche, si le roi se trouve au bord de l'échiquier, il n'a plus que 5 cases pour s'échapper. La mission est donc nettement plus simple. Et si le roi est dans un coin, il ne lui reste plus que 3 cases pour s'échapper. L'échec et mat est alors beaucoup plus facile. Par conséquent, pour faire échec et mat au roi solitaire, le premier objectif à poursuivre est de le pousser en bordure de l'échiquier ou encore mieux, dans un coin. Nous allons voir comment procéder avec 2 tours. Cet exemple illustre parfaitement la technique à utiliser pour pourchasser le roi adverse. Observez bien, nous partons de la position suivante. Comme vous pouvez le voir, le roi noir est totalement libre de ses mouvements au centre. C'est ici que les blancs commencent leur chasse. Tour en A4. Ce coup permet aux blancs d'établir une barrière au niveau de la rangée 4, une barrière que le roi noir ne peut plus franchir. Ainsi, il se trouve désormais enfermé dans les 4 dernières rangées. Les noirs ne peuvent plus que gagner du temps en essayant de se maintenir au centre le plus longtemps possible. Maintenant, l'autre tour oblige le roi noir à reculer vers la bande. Regardez, une tour le met en échec, tandis que l'autre lui barre le passage vers l'avant. Le roi noir n'a plus d'autre choix que de reculer sur la 6e rangée. Les blancs répètent la manœuvre. Maintenant, le roi attaque la tour. Si bien que les blancs doivent modifier un peu leur stratégie. C'est un moment important. La tour s'éloigne le plus possible du roi adverse, mais maintient son encerclement derrière les 2 dernières rangées. Les noirs jouent, mais peu importe désormais ce qu'ils font, car ils ne peuvent plus éviter le mat en 2 coups. Blanc, tour en H7, échec. Et ce coup complète ainsi l'encerclement du roi noir, qui est obligé d'aller sur le bord, où il est désormais possible de le mettre mat. Tour en G8, échec et mat. Le roi noir a dû reculer vers la bande et nous n'avons eu besoin que de 6 coups pour obtenir le mat. Avec 2 tours, on est très fort. Mais il est rare et difficile d'arriver en fin de partie dans une situation aussi avantageuse. Voyons donc comment faire mat avec des forces moindres. Dans ces cas-là, la clé, c'est de faire appel à l'aide du roi. Ici, vous pouvez voir une position dans laquelle le mat a déjà eu lieu. Observez comment il a fallu pousser le roi noir jusqu'au bord. Regardez, le roi blanc lui interdit toutes les cases que la tour ne contrôle pas. Avec la dame, on peut faire un mat similaire. Avec 2 fous, avec un fou et un cavalier, le mat est plus difficile parce qu'il faut parvenir à amener le roi jusque dans un coin. Nous étudierons toutes ces fins de partie petit à petit. Pour l'instant, rappelez-vous de ces règles de base. Pour pouvoir faire échec et mat à un roi solitaire, nous avons besoin d'une dame ou d'une tour. Le mat s'avérera impossible si l'on ne dispose que d'une pièce mineure, soit un fou, soit un cavalier. Un seul pion peut toujours faire mat dès lors qu'on arrive à le promouvoir en dame. Si l'on conserve la paire de fous,
le mat est également possible, de même si l'on possède un fou et un cavalier. Avec seulement 2 cavaliers, il est très difficile de faire échec et mat. On peut malgré tout y arriver si l'adversaire nous y aide en jouant très mal. Que diriez-vous de mettre à l'épreuve la technique que nous venons d'étudier? En réalité, la seule manière d'apprendre, c'est la pratique. Alors, allons-y. Observez bien l'échiquier. C'est au tour des blancs de jouer. Quel est le meilleur coup pour traquer le roi noir? Voici 3 options possibles. Option A, déplacer la tour en B5. Option B, jouer l'autre tour en H6. Option C, mettre le roi en échec en H7. Le meilleur coup est l'option B, la tour en H6. Voyons pourquoi. Ce mouvement permet d'enfermer le roi noir dans les 2 dernières rangées. L'option A est moins efficace parce que le roi est enfermé, mais il dispose d'une rangée de plus. Quant à l'option C, la tour en H7 fait échec, elle n'est pas bonne non plus. Considérez que les noirs ne nous faciliteront pas la tâche en amenant le roi sur la dernière rangée et en se laissant amener au bord de l'échiquier. Il est plus probable qu'ils joueront sur la 3e rangée, où leur roi a plus de liberté de mouvement. Je vous propose une situation différente, mais avec la même mission, traquer le roi. Regardez bien la position. C'est au blanc de jouer. Quel mouvement serait le plus efficace pour encercler le roi? Option A, la tour en F1. Option B, la tour en A4. Option C, la tour en G1, échec. Réfléchissez quelques instants. Ici, le roi est plus proche de la dernière colonne que de la dernière rangée. Par conséquent, la réponse correcte est la réponse A. Le mouvement tour en F1 permet d'acculer le roi derrière les 2 colonnes de droite, soit 16 cases au total. En revanche, l'option B, tour en A4, l'enfermera dans les 4 dernières rangées, soit 32 cases. L'option de l'échec avec la tour en G1, comme on l'a vu lors du premier exercice, donnerait un bon résultat si les noirs répondaient en déplaçant le roi dans la colonne H, car il s'y enfermerait. Mais s'ils jouent le roi dans la colonne F, celui-ci jouira de beaucoup plus d'espace pour se déplacer que dans la première option. Et maintenant, pour terminer, comme je suis sûr que vous avez bien compris, nous allons avancer un peu dans notre étude des fins de partie. Je vous propose d'essayer de voir comment atteindre le mat avec une seule tour. Regardez bien l'échiquier. C'est au tour des blancs de jouer et ils font mat en seulement 2 coups. Vous avez déjà trouvé la réponse? Alors résolvons l'énigme. Comme je vous l'ai dit auparavant, le roi doit collaborer, car la tour toute seule est incapable de faire échec et mat. Par conséquent, le premier mouvement consistera à rapprocher le roi. En déplaçant le roi, la tour agit sur la colonne F, ce qui laisse le roi noir sans autre option que celle d'aller dans le coin. Et là, oui, il est juste à l'endroit où nous voulions l'amener pour faire échec et mat. Et voilà, le tour est joué. Bravo à ceux qui avaient trouvé la solution. Et pour ceux qui n'y sont pas arrivés, ne vous en faites pas, car nous traiterons par la suite en détail ce type de fin de partie et bien d'autres techniques encore.